production cinématographique, dès les premières scènes, il y a un jeune acteur inconnu qui crève totalement l'écran. Ouais, la révélation de l'année, quoi. C'est ça. Le réalisateur lui confie des scènes cruciales, le public l'adore, il est sur toutes les affiches. Et puis, soudainement, au beau milieu du tournage de la suite, plus rien. Disparition totale. Mais vraiment, la star montante est reléguée au fond du plateau. On le voit à peine tenir un verre d'eau en arrière-plan, genre simple figurant. Le pot de fleurs, en gros. Exactement. Le scénario n'a pas changé, le réalisateur est le même, mais le statut de l'acteur a été complètement pulvérisé. Et c'est exactement le type de mystère qu'on va explorer aujourd'hui dans notre plongée au cœur de l'actualité sportive. On a un texte particulièrement intriguant sous les yeux. Et le décor de ce film, c'est le Paris Saint-Germain, c'est ça? Tout à fait. Le plateau, c'est le PSG. L'acteur principal, c'est Ibrahim Bailly, 18 ans. Seulement 18 ans, ouais. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de décortiquer cette mécanique-là. Comment un jeune joueur indispensable devient soudainement un fantôme, et ça sans la moindre justification médicale. C'est vrai que le cas Ibrahim Bailly, c'est un peu le cas d'école parfait pour comprendre cet écosystème impitoyable du sport de très haut niveau. Impitoyable, tu penses? Ah complètement. L'article qu'on étudie aujourd'hui défie totalement la logique linéaire qu'on applique habituellement à une jeune carrière, en fait. C'est-à-dire? Tu sais, on a tendance à penser le développement d'un joueur comme une courbe ascendante. Genre, on commence sur le banc, on rentre à la fin des matchs. Voilà, on grappille des minutes, et puis on devient titulaire. Mais ici, la séquence, elle est complètement inversée. C'est presque chaotique, en fait. Ouais, il a commencé par le sommet. C'est ça. On a affaire à un prodige qui a sauté littéralement toutes les étapes sous la houlette de Luis Enrique, avant de s'écraser violemment contre un mur invisible. Ok, décortiquons ça un peu, parce que avant de parler du mur en question, faut vraiment mesurer la vitesse à laquelle il roulait, ce gamin. Grave. Et la vitesse était folle. Le contexte posé par la source donne limite le vertige. Il a été lancé il y a 2 saisons par Luis Enrique. Donc il avait quoi, 16 ans? C'est ça, 16 ans et des poussières. Il vient à peine d'avoir 18 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a intégré un vestiaire rempli de stars internationales alors qu'il n'était même pas majeur. C'est très rare, hein. Surtout au PSG. Oui, et on parle pas de faire le nombre à l'entraînement, là. Avant la fameuse rupture dont on va parler, les chiffres sont fous. Il avait joué 19 matchs sur 25 possibles. 19 sur 25, c'est massif. Mais c'est absurde quand on y pense. Pendant que la plupart des jeunes de 18 ans, révisent leur bac ou passent le permis, lui, il était titulaire au Parc des Princes. Et pas que là-bas. Non, en plus il gagne sa place, il a appelé avec le Sénégal, il fait une CAN 2025 remarquable, bref, le conte de fées. Mais j'ai un point de blocage là. Vas-y, je t'écoute. Jouer 19 matchs sur 25 à cet âge-là, dans une institution comme Paris où il y a une pression du résultat immédiat tous les 3 jours, c'est pas une anomalie en soi. Une anomalie, oui et non. Je veux dire, le simple fait de le propulser à un niveau d'intensité pareil si jeune, est-ce que ça contenait pas déjà les germes de sa propre chute ? Un peu le syndrome d'Icare, tu vois. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais en fait, l'anomalie, c'est pas qu'il ait joué. Des jeunes de talent, il y en a. L'anomalie, c'est la fréquence à laquelle il a joué. Ouais, 76% de présence, c'est le chiffre du texte. 76%, exactement. Et il faut bien comprendre le contexte. Dans le système très codifié de Luis Enrique, qui est quand même connu pour son exigence tactique quasi dogmatique, on fait pas de cadeaux. C'est pas le genre à faire du social avec les jeunes du centre de formation. Ah, mais pas du tout. Ce n'est pas un entraîneur qui va donner des minutes juste pour faire plaisir aux supporters ou valoriser le centre-site. Si Mbaye est sur le terrain les 3/4 du temps, c'est qu'il offre à ce moment-là des garanties supérieures à celles de mecs qui ont coûté des dizaines de millions d'euros. Ok, donc c'était vraiment mérité. Totalement. En fait, le jeune âge, ça offre une flexibilité mentale incroyable. C'est-à-dire, il réfléchit moins ? C'est plutôt qu'il absorbe les consignes comme une éponge, tu vois. Il n'a pas encore les vieux réflexes tactiques d'un vétéran qui dirait non, coach, moi je préfère jouer comme ci ou comme ça. Il exécute, point barre. Voilà, il exécute. C'est cette obéissance tactique parfaite couplée à sa fraîcheur physique qui ont consolidé son statut. Et c'est ça qui a justifié sa sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. D'accord, l'insouciance de la jeunesse, la capacité d'absorption, je l'entends très bien. Mais la source marque une cassure hyper nette à ce moment précis. Et c'est là que ça devient fascinant. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le sommet absolu de sa jeune carrière, donc cette fameuse CAN 2025, où il brille de mille feux, ça coïncide paradoxalement avec le début de sa descente aux enfers en club. Ouais, la chronologie est assez brutale. Elle est glaçante même. Après son retour de la sélection, les stats, elles s'effondrent d'un coup.
Il passe à 6 petites apparitions sur 17 matchs. Le texte parle de quelques miettes, non? Exactement, quelques miettes. Et ensuite, depuis le rassemblement de mars avec le Sénégal, c'est le trou noir, le néant absolu. 0 minute. Plus rien du tout. 0 secondes lors de la double confrontation face à Liverpool en Ligue des Champions. Ah oui, les gros matchs. Et le bilan chiffré de l'année 2026, il est terrible. C'est 190 minutes jouées au total. En presque 6 mois, ouais, c'est rien. Bah oui. Je veux bien que l'exigence tactique soit forte, mais on passe pas de 76% de temps de jeu à 190 pauvres minutes sur une demi-année, sans qu'il y ait un loup quelque part. C'est sûr que la marche est haute. Ne me dis pas que c'est juste la concurrence qui a augmenté d'un coup. Est-ce qu'en vrai, c'est pas tout simplement le contre-coup physique? Genre avoir joué un tournoi international majeur en plein hiver, ça l'a cramé. Alors, la fatigue physique, elle joue indéniablement un rôle quand tu reviens d'un tournoi comme ça. Mais ça n'explique pas le 0 seconde sur des mois entiers. Ok, donc c'est quoi le vrai problème? L'explication, elle est plutôt dans la mécanique interne de la saison. Une CAN, c'est pas juste des matchs en plus, c'est une absence de plusieurs semaines en janvier et février. Ouais, tu disparais de ton club. Voilà. Et le grand public y pense souvent que lorsqu'un joueur international part jouer pour son pays, sa place, elle l'attend bien au chaud dans le vestiaire. Surtout quand c'est un titulaire régulier. Sauf que c'est complètement faux. Le football d'élite, ça a horreur du vide. Pendant que Baye brillait avec le Sénégal, le PSG, ils ont pas arrêté de jouer, hein. C'est clair. Ils se sont entraînés, ils ont fait des matchs, et surtout, Luis Enrique a continué à affiner son petit laboratoire tactique, si on veut. Il a trouvé d'autres solutions. Exactement. De nouvelles associations se sont créées sur le terrain, de nouveaux équilibres ont été trouvés pour compenser l'absence du jeune. Et quand le joueur revient, même s'il est auréolé d'un super tournoi, il revient dans une matrice qui a déjà été mise à jour. Ah, je vois. C'est l'équivalent d'un employé qui part en congé sabbatique C'est ça. et qui découvre en revenant que son entreprise a changé tous les mots de passe et tout le système informatique sans le prévenir. T'es perdu, quoi. C'est une excellente métaphore. S'il n'est pas capable de se synchroniser, genre immédiatement, avec cette nouvelle version de l'équipe, il glisse dans la hiérarchie. C'est rude, mais je trouve quand même que ça n'excuse pas la brutalité de la sanction lors des chocs contre Liverpool. Tu penses à son absence totale sur ces matchs-là? Bah ouais, une double confrontation européenne de ce niveau, c'est la vitrine ultime de la saison. Même un joueur en légère perte de vitesse, s'il a le talent brut d'un Mbappé, on l'utilise, non? Ne serait-ce que pour, 15 minutes en fin de match, pour amener un peu de folie ou de vitesse. Logiquement, oui. Le fait de l'écarter totalement de ces 2 matchs spécifiques, sans même lui donner 1 minute pour souffler, c'est un message très clair envoyé aux joueurs, non? Ah mais c'est pas juste un message clair, c'est le message définitif. À ce point-là? Absolument. Faut bien comprendre que les matchs à élimination directe en Ligue des Champions, ça agit un peu comme un sérum de vérité pour un entraîneur. C'est-à-dire? Toutes les petites rotations destinées à faire plaisir ou à reposer les organismes, ça disparaît. La diplomatie de vestiaire, c'est fini, il y en a plus. On n'aligne que les tueurs. Exactement. À ce niveau-là, face à une intensité comme celle d'un club anglais comme Liverpool, un coach s'appuie uniquement sur son noyau dur absolu. Ses soldats les plus fiables tactiquement à l'instant T. Mbaye n'en faisait plus partie. Le fait qu'il n'ait pas foulé la pelouse une seule seconde, ça indique que la fracture n'est pas juste une question de rythme ou de forme physique. Le ressort de confiance entre l'architecte du système, donc Enrique, et son joueur, il est complètement brisé. C'est fou. Et si on reprend les 190 minutes mentionnées pour toute l'année 2026, si tu les étales sur plusieurs mois, ça correspond à quoi? Ça correspond à un gamin qui s'entraîne toute la semaine en sachant pertinemment que quoi qu'il fasse à l'entraînement, il ne participera pas au match du week-end. Waouh! C'est une lente agonie sportive, en fait. C'est terrible psychologiquement, ouais. Sauf que, et c'est là que je veux qu'on s'arrête une petite minute sur le texte, on voit hyper souvent des clubs masquer ce genre de problème sous des excuses médicales. Ah oui, le fameux pépin physique. On connaît la chanson par cœur. Un joueur disparaît mystérieusement des feuilles de match et pouf, le club nous sort la communiqué pour nous parler d'une gêne musculaire ou d'une inflammation persistante qu'il faut soigner. La diplomatie médicale. C'est ça. Et l'article qu'on étudie mentionne justement qu'on aurait pu croire à un truc comme ça. Un léger malaise. Est-ce qu'on peut pas envisager, au bénéfice du doute, qu'il y ait une forme de protection du joueur de la part du PSG ? Une protection, tu dis? Ouais. Je me dis, un gamin de 18 ans qui a enchaîné les matchs en club et une grande compétition internationale, son corps, il doit grincer. Peut-être que le club le préserve en vue de la saison prochaine, tout en gardant un silence radio pour pas alerter les médias sur une éventuelle fragilité chronique du joueur.
Alors c'est une hypothèse tout à fait rationnelle, et je dirais même que c'est le réflexe naturel de tout observateur du foot. Face à une chute statistique aussi irrationnelle, on cherche le paramètre caché. Et la blessure diplomatique, c'est l'excuse parfaite. Exactement. Sauf que les sources qu'on a aujourd'hui, elles détruisent complètement cette théorie. Ah bon? L'article est catégorique. Pour le match de dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais, son absence pure et simple du groupe n'a été précédée d'aucun, mais vraiment aucun bulletin médical. Rien du tout. Pas même une petite douleur au mollet? Rien. Le club n'a même pas cherché à créer un écran de fumée pour la presse. Mais le plus gros détail, la vraie preuve, c'est l'intervention de Fabrizio Romano dans le texte. Le journaliste Mercato? Lui-même. Quand ce journaliste, dont on sait que tout le modèle économique repose sur la fiabilité absolue de ses informations internes, quand il confirme publiquement qu'il s'agit d'un choix purement sportif, ça change tout. Ah ouais, s'il affirme, c'est que c'est du solide. C'est pas une rumeur de couloir, c'est une information vérifiée. Luis Enrique a délibérément et froidement décidé de l'écarter. Le corps médical du PSG n'a absolument rien à voir là-dedans. Et ce détail sur l'info de Romano, il est crucial, tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi. Parce que ça implique que quelqu'un avait un vrai intérêt à faire fuiter cette information précise. Ah, tu veux dire en interne? Bah oui, que ce soit l'entourage du joueur pour forcer un départ et dire « regardez, il n'est pas blessé, on l'empêche de jouer », ou que ce soit le club pour justifier sa mise à l'écart. On bascule du terrain sportif au terrain politique. C'est le jeu des agents et des directions, ça. C'est ça. Le couperet tombe officiellement face à l'OL. Il est plus juste relégué sur le banc des remplaçants. Il n'est carrément plus dans le groupe professionnel. Et c'est là que le paradoxe est fou. Lequel? Le texte souligne bien, et on l'a dit au début, que c'est ce même Luis Enrique qui l'avait révélé et lancé 2 ans plus tôt. Ouais, c'est son poulain, à la base. C'est une dynamique managériale assez terrifiante quand on y réfléchit. C'est littéralement le créateur qui détruit sa propre œuvre. Pourquoi? Mais pourquoi un entraîneur prendrait le risque de carboniser comme ça un actif du club qu'il a lui-même mis en lumière? Parce que dans l'esprit d'un manager de ce calibre-là, le système prévaut toujours sur l'individu. Mais même un super talent. Peu importe le potentiel du gamin, si Mbaye ne répond plus aux exigences spécifiques du moment, ou si le coach estime qu'il a peut-être pas bien digéré son nouveau statut d'international après la CAN, il coupe le lien direct. Pas de pitié. Zéro sentimentalisme. C'est chirurgical. Et cette absence totale de sentimentalisme, elle a une répercussion immédiate qui va bien au-delà des murs du centre d'entraînement. Ça se voit de l'extérieur. C'est la loi de la physique appliquée au football, tu vois. Une action entraîne une réaction. La mise à l'écart officielle par Luis Enrique, ça devient instantanément un signal d'alarme lumineux pour l'ensemble du marché européen. Ce qui nous amène exactement au point suivant de notre source. On apprend, je cite le texte, que la situation s'est dégradée à vitesse grand V. Et c'est peu de le dire. Et que la première ligue anglaise est déjà en train de rôder autour du joueur. Plusieurs clubs auraient Mbappé dans leur viseur depuis quelques semaines, avec des développements qui sont attendus très rapidement en fait. Dès les prochains jours. Tu sais, on utilise super souvent cette image des requins qui sont attirés par la moindre goutte de sang dans l'eau pour décrire le marché des transferts. C'est un classique, ouais. Mais je trouve que ça manque un peu de précision pour ce cas-là. Moi, ce qui se passe ici, ça me fait beaucoup plus penser au rachat d'actifs en difficulté dans le milieu de la finance. Ah, intéressant. Développe. Les clubs anglais, ils viennent pas manger le joueur comme des requins. Ils viennent capitaliser sur une baisse de valorisation totalement artificielle. Une opportunité de marché, quoi. Voilà. Ils voient une action de premier plan avec des fondamentaux excellents qui vient de chuter de 30% du jour au lendemain uniquement à cause d'un désaccord avec le PDG actuel. C'est une excellente façon d'analyser la mécanique de ce marché, franchement. Parce que les clubs de Première Ligue, avec leur puissance financière illimitée et leur réseau de scouting qui sont ultra développés, ils cherchent pas seulement des bons joueurs. Ils ont déjà les meilleurs de toute façon. Exactement. Ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'on appelle, pour reprendre ton jargon financier, des inefficacités de marché. Les bonnes affaires. C'est ça. Un jeune de 18 ans, international avec le Sénégal, qui a déjà l'expérience de la pression parisienne et qui a prouvé à tout le monde qu'il pouvait jouer 19 matchs de très haut niveau en 6 mois. C'est un profil à 50 millions d'euros, normalement, hein. Mais carrément, c'est un profil qui est censé être intouchable. Le fait qu'il soit écarté pour une raison tactique et purement managériale, et non à cause d'une blessure grave, ça crée une fenêtre de tir unique. C'est les soldes avant l'heure. Les clubs anglais, ils achètent le profil du Mbaye d'avant la CAN, tout en profitant de son prix et de sa situation post-CAN. C'est malin. Ils font le pari que le problème vient juste de l'incompatibilité récente avec le système rigide de Luis Enrique et non d'une disparition soudaine du talent du joueur. C'est un pari hyper logique de leur part. Mais
Franchement, ça en dit long sur la brutalité de la chronologie. Ça va très vite. L'expression du texte « à vitesse grand V », elle prend tout son sens quand on fait le récapitulatif. Regarde un peu l'ascenseur émotionnel. En septembre, le gamin, il est l'avenir absolu du projet parisien. Il est incontournable. Ensuite, en janvier, il part et il devient la révélation de Sénégal à la CAN. Et là, bam, en mai, il se transforme en vulgaire dossier de transfert pour la Première Ligue parce qu'il arrive même plus à s'asseoir sur un bout de banc en Ligue 1. Ça donne presque le tournis, je suis d'accord. C'est clair. Si on fait le bilan de toutes les informations que cette source a mis sur la table aujourd'hui, on a vraiment la radiographie complète d'une anomalie sportive de très haut niveau. Et c'est instructif. On a vu un prodige grimper les échelons à une vitesse anormale, s'installer dans une rotation ultra exigeante, atteindre un sommet en sélection, pour finalement voir son propre club tourner la page, sans lui, limite du jour au lendemain, le laissant avec un pauvre compteur bloqué à 190 minutes sur une demi-année. C'est la dure loi de ce sport. Et tout ça scellé par une décision managériale pure et dure, froide, qui le pousse directement vers la porte de sortie. Cette radiographie, comme tu l'appelles, elle montre vraiment à quel point les fondations d'une carrière, surtout quand ça commence aussitôt, elles sont souvent construites sur du sable. Tout peut s'effondrer. Oui. Le talent brut et les statistiques, ça suffit pas toujours à garantir un statut gravé dans le marbre. L'environnement sportif dans ces grands clubs, c'est un organisme vivant qui s'adapte, qui mute en permanence. Et qui recrache ce qu'il ne digère plus. C'est exactement ça. Il n'a aucun état d'âme à rejeter un élément qui ne s'aligne plus, mais alors plus du tout, avec ses besoins immédiats, même s'il l'avait choyé et mis en avant quelques mois auparavant. C'est du business, pur et dur. L'éviction tactique confirmée dans ce dossier, sans aucune excuse médicale, ça prouve une chose. La marge d'erreur pour un jeune talent au très haut niveau, elle est proche de zéro, indépendamment de ses états de service précédents. T'es bon aujourd'hui ou t'es dehors. Ce qui m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion, un truc qui dépasse largement les simples statistiques et les tableaux tactiques qu'on a analysés. Ah, je t'écoute. La source insiste bien sur ce point. C'est Luis Enrique lui-même qui la lançait, puis qui l'a écarté. On décortique la gestion du coach, on analyse les réactions du marché, les clubs anglais qui calculent la valeur de l'actif façon traders. Oui, l'aspect financier. Mais au milieu de tout ça, on parle d'un cerveau de 18 ans. C'est vrai, on l'oublie souvent. C'est encore un gosse. À cet âge-là, la figure de l'entraîneur qui te lance chez les pros, c'est pas juste un manager comme dans une boîte classique, c'est presque un père de substitution dans ton univers professionnel. C'est l'homme qui a validé tous tes rêves d'enfant en te mettant sur le terrain devant des milliers de personnes. Le choc doit être monumental. L'architecte même de son succès l'efface froidement du système, du jour au lendemain, alors que son corps ne l'a même pas trahi. C'est une vraie question de résilience. Comment on reconstruit sa confiance en soi dans un nouveau pays, peut-être en Angleterre, dans un nouveau club, quand la personne qui croyait, soi-disant le plus en toi, a décidé brutalement que tu n'étais plus utile. Ça va demander une force de caractère incroyable de sa part. C'est peut-être ça, au final, le véritable défi qui attend Ibrahim Maillé, bien au-delà de sa prochaine signature ou de son prochain transfert. C'est une réflexion assez complexe sur l'humain derrière le maillot, et c'est un point qu'on laissera à ceux qui nous écoutent le soin de mûrir de leur côté. Une belle conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée dans les coulisses du foot moderne. À très vite.